Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de prendre le temps en ce jeudi début d'après-midi. Je suis Mathieu Tout-le-Monde, le fondateur d'Agotera. Et donc, je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire autour de la biodiversité. Je suis accompagné de speakers inspirants et experts sur leur sujet, et notamment Mélanie Marie, qui est chargée du programme biodiversité au sein de l'ONG Noé. Bonjour Mélanie. Bonjour tout le monde. On a également la chance d'avoir Clément Renaudet, qui est le directeur climat et biodiversité chez Dior Parfum. Bonjour à tous. Et enfin, il y a également Anka David, qui est Head of Climate and Nature chez Christian Dior Couture, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour tout le monde. Si ça vous va, voilà, je vois qu'il y a Émilie et Véronique qui viennent de se connecter. Je souhaite que vous puissiez être là. Et si ça vous va, on va commencer. Donc déjà, j'aime à commencer sur le pourquoi on est là. Peut-être pour vous raconter l'histoire un petit peu personnelle qu'il y a derrière Agotera et derrière ce projet de biodiversité. C'est une histoire qui a commencé pour nous en 2020, quand on a décidé de passer une partie de la ferme familiale qui est basée près de Lille, à Villeneuve d'Ascq, en bio. On s'est aussi posé la question de comment on pouvait finalement mettre ou remettre, on va dire, la préservation de la biodiversité au cœur de nos décisions. Et en fait, on a tout simplement décidé, une idée toute simple, de reculer nos cultures d'1 hectare, donc d'arrêter finalement de cultiver pour remettre en place des bandes fleuries, planter l'équivalent de 1000 arbres, creuser aussi une mare. Et c'était en fait une très bonne idée, puisqu'en l'espace de quelques mois et quelques années maintenant, on a vu la biodiversité revenir, les insectes pollinisateurs, les rapaces, et ça nous a donné finalement envie d'aller plus loin. Et en tirant le fil rouge, on est en train de monter un projet assez ambitieux, plus sur 1 hectare, mais maintenant sur 8 hectares qui nous ont été donnés en début d'année par la ville de Villeneuve d'Ascq, pour justement remettre cette biodiversité au cœur du projet de la ferme familiale, avec cette logique dont on va parler tout au long de ce webinaire, d'allier à la fois préservation de la biodiversité et stockage du carbone dans les sols agricoles. Quand on parle de la biodiversité, on parle d'une crise sans précédent. On m'avait envoyé, moi, juste après le Covid, en 2020-2021, cette image que j'ai du mal à comprendre, où effectivement on voit 4 vagues. Une vague Covid, une vague récession économique, puisque c'était la préoccupation de tout le monde à cette époque-là, du changement climatique. Et j'avais eu du mal à comprendre pourquoi finalement cette vague de l'effondrement de la biodiversité arrivait comme une vague de fond, de tsunami. Et c'est finalement, ça m'a mis quelques années à m'approprier ces chiffres. Moins 70% d'insectes en Europe en 2030, en 2030, en 30 ans déjà, 50% des espèces qui sont menacées du coup d'ici la fin du siècle. Et c'est surtout la rapidité de la crise qui est absolument hallucinante. On parle finalement d'une crise qui est 1000 fois plus rapide que les crises précédentes. Dans l'imaginaire, on a toujours finalement l'image de cette météorite qui serait arrivée sur la planète Terre pour éradiquer en l'espace de quelques heures, quelques jours, les dinosaures. Et en fait, ça a pris plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Et on est sur cette 6e crise d'extinction de masse, sur finalement une rapidité fulgurante. Et aussi un chiffre que j'aimerais vous mettre et qui est assez peu connu, c'est que 59% de la vie sur Terre est sous la Terre, et d'où c'est très important aussi de préserver nos sols. Et donc nos sols, et donc vous allez bien vous en douter, on va parler finalement d'agriculture cet après-midi, avec une agriculture qui est à la fois victime, mais aussi fortement responsable à date,
avec ces sols donc, qui représentent la majorité de la biodiversité sur Terre et qui sont pour 52% en France dégradés, liés notamment aux pratiques intensives de labour. Des habitats finalement qui disparaissent, les bocages, avec un chiffre qui est absolument terrifiant, c'est que près de 20 000 kilomètres de haies aujourd'hui sont encore arrachés, alors qu'on peine en face à les replanter. Et aussi une responsabilité liée aux produits phytosanitaires, bien évidemment, avec aujourd'hui 86% des espèces qui sont en voie d'extinction, qui sont finalement directement impactées par l'agriculture. Mais responsable, mais aussi et surtout, on va dire, victime, cette agriculture. Et notamment, le risque le plus important, c'est la perte de pollinisation. Donc les insectes pollinisateurs, des moins 70% d'insectes finalement qui viennent polliniser les cultures. Et donc c'est un risque directement sur les rendements. Des prévisions et à très court terme annoncent des pertes de rendement de 5 à 80%, ça dépend des cultures. Et typiquement, une culture très fortement présente en France, le colza, c'est moins 30% qui est annoncé. Et donc nous, on le voit à la fois comme une nécessité d'agir, notamment parce que l'agriculture est une solution incontournable pour préserver la biodiversité. Et pour ça, en fait, il faut embarquer les agriculteurs. Et j'aime à finalement mettre en avant cette étude qui a été réalisée il y a tout juste un an par The Shift Project. Ils ont été interrogés à peu près 8000 agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs, en fait, aujourd'hui, sont conscients et inquiets de la viabilité de leur ferme à cause du déclin de la biodiversité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des agriculteurs et des agricultrices qui sont prêts à changer, mais ils demandent notamment un soutien financier, mais aussi un accompagnement technique et agronomique pour accompagner la mise en action de nouvelles pratiques à l'échelle de leur ferme. Et donc nous, à GoTerra, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On l'a fait massivement ces dernières années, où on a un peu plus de 3058 agriculteurs qui sont engagés à date dans les différents programmes. Et on le fait grâce notamment au soutien d'entreprises engagées comme Dior Parfum et Dior Couture qui vont prendre la parole. Et en fait, on avait envie d'aller plus loin sur ce projet, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur mettre notamment l'indicateur carbone au cœur de nos projets, qui est un indicateur aujourd'hui qui est fiable, robuste, pour mesurer l'impact notamment du stockage du carbone dans les sols. Mais on voulait aller plus loin en poussant des pratiques régénératives et qui vont avoir un impact biodiversité. Et c'est pour ça qu'on a finalement pris le parti pris de nous associer avec une ONG, l'association donc Noé, dont Mélanie va faire la présentation juste après, qui sont un acteur de terrain aujourd'hui. Donc c'est une association qui a une vingtaine d'années, qui a été créée par l'ex-directeur scientifique de WWF, qui voulait une association plus sur le terrain justement. Et à date, ils accompagnent l'équivalent de 70 000 hectares de terres agricoles. Et avec Noé, on a eu envie en fait de mettre un niveau au-dessus, en fait, un niveau d'exigence plus important dans nos projets, notamment qui promeut des pratiques qui vont avoir un impact positif sur la biodiversité, comme les couvertures du sol, l'arrêt du travail du sol ou la réduction du travail du sol ou la fertilisation azotée. Et on avait envie d'aller avec un mécanisme supplémentaire qui s'appelle, qu'on a appelé les certificats de biodiversité, d'aller sur des pratiques plus spécifiques comme la diversité cultivée, travailler également sur le sujet hautement touchy, on va dire, des phytosanitaires, mais également sur les infrastructures agroécologiques pour aller plus loin dans les projets qu'on mène. Et donc, on a décidé de prendre les choses en main il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc on avait lancé le projet en fait en septembre 2024 pour créer une approche systémique fondée sur la science. C'est nécessaire pour mesurer
efficacement l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et pouvoir les valoriser à la fois à une échelle territoriale ou dans les chaînes de valeur. Et on va prendre l'exemple des chaînes de valeur betterave et lin tout de suite après avec Clément et Anka. Et on voulait, vous l'avez compris, avoir une approche la plus holistique possible, garder cette mesure carbone qui est nécessaire aussi pour avoir des KPIs importants, comme une colonne vertébrale, puisque les entreprises aujourd'hui ont mis au cœur de leur stratégie climat cette mesure carbone et cette nécessité finalement de réduire leurs émissions, et notamment les émissions liées à leur amont agricole, leurs émissions Scope 3. Également, avoir une mesure beaucoup plus précise sur l'impact de la biodiversité. On va en parler juste après avec Mélanie. Et également, pour nous, c'est au cœur du projet Agodera depuis le tout début, c'est créer des liens et accompagner ces agriculteurs, ces agricultrices pionniers qui ont besoin d'un soutien financier avec cette dimension d'impact social. Et donc, on a travaillé sur ce projet depuis maintenant un petit peu plus d'un an, quand on a amorcé les discussions avec l'ONG Noé. Et on écrit en fait cette méthodologie qui à la fois, on la veut innovante, robuste, donc c'est-à-dire vraiment basée sur des données scientifiques. C'est pour ça qu'on s'est adossé notamment avec une initiative de l'OBC, qui est portée notamment par le Muséum d'histoire naturelle. Mais on voulait également que cette méthodologie soit scalable, qu'elle puisse être déployable à grande échelle dans les filières agricoles et dans les territoires. Et c'est pour ça qu'on s'est adossé aussi avec le label bas carbone, qui est le label aujourd'hui gouvernemental, qui permet de certifier notamment les données carbone de ces projets. Et on ne voulait pas rester théorique. Nous, on est une boîte, une entreprise à mission comme Noé, une ONG très terrain. Et en fait, dès la jeunesse de ce projet, cette méthodologie, elle est en fait couplée avec une trentaine de fermes pilotes pour avoir une approche qui ne soit pas hors sol, faire remonter des vraies données du terrain et pour pouvoir enrichir cette méthodologie. Et on avait envie de mettre aussi du collectif nécessaire. Et c'est pour ça qu'autour de la table, on est assez fiers d'avoir des acteurs comme Dior Parfum, Dior Couture, mais également des acteurs bancaires comme Banque Postale ou encore des acteurs de la tech comme Norcis. Et je vais donner maintenant la parole du coup à Mélanie qui va nous expliquer en détail l'approche qu'on met en place et la méthodologie qu'on est en train d'écrire. Merci Mathieu. On va faire un zoom sur la méthodologie en premier. L'écosystème sur les certificats biodiversité, il est assez jeune. Il se constitue depuis quelques années seulement. Nous, on avait à cœur de nous entourer des cadres et des groupes reconnus qui étaient complémentaires également. Donc là, on vous en a mis une illustration. Le premier, c'est donc l'IAPB. C'est une organisation à portée internationale qui, elle, va poser les standards, les grands principes que doivent respecter des crédits, des certificats biodiversité pour être considérés comme étant de haute intégrité. Adossé à ce cadre-là, on est membre aussi depuis quelques temps maintenant de l'OBC. L'OBC va, en plus de respecter les standards de l'IAPB, va proposer avec tout le consortium qu'il y a derrière des méthodologies pour générer des certificats. Donc là, on parle vraiment de certificat et plus de crédit. Donc en gros, le certificat, lui, il reconnaît des gains biodiversité indépendamment de la perte. C'est pas une compensation face à des impacts négatifs. L'OBC va donc établir une méthodologie technique, ce qu'on appelle une grille de bonnes pratiques par milieu, et tout le process d'audit, de vérification derrière indépendante aussi pour assurer cette robustesse de processus. Et puis, on s'appuie sur tout ça avec la grille de bonnes pratiques sur un consortium indépendant de scientifiques qui est piloté par le Muséum. Il y a également Carbone 4 et la FRB qui sont impliqués et c'est eux qui vont apporter vraiment cette base scientifique, toute la définition d'indicateurs, de moyens, d'impact qu'on va adosser aux méthodologies. Sur la diapo suivante, on vous a mis la grille actuelle qu'on va utiliser là sur les projets pilotes. Donc, c'est une grille qui va forcément évoluer au fur et à mesure du projet. C'est normal, on a besoin de cette itération avec le terrain pour aussi la faire évoluer. Donc, il y a 17 bonnes pratiques
répartis en 2 familles différentes, toute une catégorie vraiment liée aux paysages, aux aménagements pour la biodiversité, les haies, les bordures de champs, les mares, etc. Et toute une autre partie sur les pratiques agricoles à proprement parler, le travail du sol, tous les usages de produits phytosanitaires, herbicides, insecticides, fongicides, répartis en 3 familles, les surfaces des parcelles, fertilisation, etc. Et donc, cette grille-là, pour l'instant, elle concerne principalement des systèmes en grande culture, donc blé, colza par exemple, ou des cultures industrielles, comme la betterave en l'occurrence. Sur la diapo suivante, on vous propose un zoom pour voir un peu plus ce qu'il y a derrière ces bonnes pratiques-là. On a pris celle de la bordure de champ. Donc on l'a simplifié, la grille de l'OBC, en tableau avec en ligne des critères à respecter et en colonne des niveaux atteignables si on respecte tous les bons critères associés. Chaque pratique, elle va être déclinée en 5 à 6 niveaux. On va de 0, le plus faible, à 4 ici pour le plus élevé, ou 5, qui est vraiment la cible optimale. Et l'info vraiment à retenir, c'est que à chaque niveau, on va avoir un gain pour la biodiversité qui va être associé, adossé à la méthodologie. Là, les chiffres à l'écran sont illustratifs. On n'a pas encore reçu ces gains. Ça, c'est le travail du consortium avec le muséum. On va bientôt les avoir, les premiers. Mais donc, pour vous montrer, les gains seront compris entre 0 et 1, en fait, à chaque bonne pratique. Sur la diapo suivante, on a trouvé aussi intéressant de vous montrer le test que veut faire l'OBC dans la méthodologie avec la création d'une nouvelle unité, une unité surfacique. L'idée, c'est que, donc, s'il s'appelle le Quality Hectare, l'idée du Quality Hectare, c'est qu'il représente sur 1 hectare le fait qu'on applique les 17 bonnes pratiques agricoles au meilleur niveau possible. C'est vraiment l'hectare théorique cible que tout projet agricole doit avoir en cap, en trajectoire, pour avoir vraiment une approche systémique sur toutes les thématiques que vous avez vues tout à l'heure. Donc, chaque grille, là, c'était pour les milieux agricoles en Europe de l'Ouest. Il y en a d'autres sur les forêts, etc. Chaque grille va avoir son quality hectare unique, la somme des gains biodiversité max atteignables. On vous a mis ensuite un petit exemple pour vous montrer comment est-ce que les certificats, pareil, dans les méthodes de travail, dans les hypothèses de travail sont calculés. On a fait le test avec un agriculteur du réseau que connaît bien Agotera aussi. On lui a fait faire un premier diagnostic initial très classique. Après, on lui a demandé quel plan d'action, quel levier est-ce qu'il avait envie de choisir par rapport à la présélection qu'on lui a proposée pour le projet. Donc, il en a choisi 5. Il a choisi les 3 familles sur les phytos, de passer du niveau 0 au niveau 1 sur 15 hectares. Et puis, il a choisi sur tout le reste de son exploitation, les 135 hectares, de passer du niveau 1 au niveau 4 sur les bordures de champs et du niveau 0 au niveau 5 sur la protection de la faune. Donc voilà, c'est un exemple un peu sur mesure. À chaque fois, ce qu'on va chercher à faire lorsqu'un agriculteur va sélectionner des leviers comme ici, c'est d'adosser systématiquement une rémunération pour l'aider et l'accompagner dans la mise en place de son plan d'action. Là, pareil, le chiffre il est illustratif, mais cette rémunération, elle devra prendre en compte l'accompagnement technique, la formation, l'entretien, l'investissement associé au changement de pratique. Et l'étape d'après, on revient à la fin du projet, on fait un diagnostic final et puis on calcule la somme de tous les gains biodiversité additionnels grâce au projet. Ça, on le divise par le fameux quality hectare dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis le ratio, on le multiplie par la surface totale du projet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on calculera à la fin. Là, ça donne 18 certificats. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Tout dépendra des fameux gains qu'on recevra au fur et à mesure du projet. Et donc, toutes ces données-là, on va les suivre sur un outil qu'Agotera développe, un outil de diagnostic sur la plateforme biodiversité. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'outil existant qui suit vraiment la taxonomie de l'OBC. Donc, cette plateforme, elle permettra aussi d'être mieux en maîtrise de la donnée au fil du projet, d'être aussi plus agile si la grille évolue, de faire évoluer le diagnostic aussi rapidement pour les opérateurs terrain et d'avoir de la visualisation pédagogique le plus possible sur les leviers et les impacts associés.
Donc voilà pour la partie méthode et pour vous dire quelques mots après sur les projets pilotes. Donc on voudrait tester tout ce socle méthodologique assez rapidement à partir de l'année prochaine avec une trentaine d'agriculteurs. On se projette surtout sur des fermes qui seraient situées dans les Hauts-de-France et en Normandie parce que pour l'instant avec nos cofinanceurs, on cible aussi l'accompagnement sur les cultures betteraves et lin. On en parlera tout à l'heure. Mais clairement, c'est pas exhaustif. On a besoin de filières aussi complémentaires pour pouvoir enrichir les retours d'expérience et améliorer la grille au global. Alors, les objectifs de ces accompagnements sur la diapo suivante, on les a répertoriés en deux grandes catégories. Comme l'a dit Mathieu, on a des financements vraiment associés au label bas carbone et il y aura ceux vraiment associés ici au certificat avec l'OBC sur la biodiversité. L'objectif du projet, c'est de financer des plans d'action pour accompagner les agriculteurs vers des nouvelles pratiques, d'augmenter dans les niveaux en fait en ambition et sur la biodiversité et sur le climat. On adosse deux outils de financement pour chercher à diversifier aussi les sources de revenus des agriculteurs vers des programmes d'agroécologie. Et on s'assure vraiment bien de la complémentarité et de l'additionnalité entre les deux, qu'il n'y ait pas de superposition aussi des fonds pour un unique levier, par exemple. Donc là, la biodiversité nous permet de vraiment mettre en avant tous les aménagements paysagers et puis les impacts aussi avec les pesticides. Et puis, dernière info sur le projet pilote. Ici, donc le déroulement du projet, on les lance en 2026. Il devrait durer à peu près 5 ans. On s'est mis sur le même pas de temps que le label bas carbone pour faciliter les synergies entre les deux mécanismes. On va commencer avec un diagnostic initial, un plan d'action de façon très classique en première année. Et après, les 5 années, enfin les 4 années qui suivront, on accompagnera la mise en place des leviers avec du suivi technique, agronomique, pas mal d'acteurs qu'on sollicitera aussi sur les projets, des acteurs techniques locaux. Agotera aura plus la casquette de coordinateur, développeur de projets, remontée des données, etc. Et nous, Noé, on aura plus un soutien, un rôle d'expert biodiversité. On a choisi, en plus de la méthode OBC, d'aller ajouter des sessions plus d'animation collective, de sensibilisation des agriculteurs sur la biodiversité qu'on va animer, sur l'usage des phytosanitaires et également des sciences participatives pour les mobiliser sur des protocoles très simples pour mieux comprendre tous les enjeux de préservation des abeilles sauvages et des papillons de nuit. Voilà. Donc à la fin du projet seront générés via l'audit des crédits carbone et potentiellement on verra des certificats biodiversité. Mathieu, tiens, Mathieu, t'es à mute. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Vous l'avez compris, le mot-clé de ce projet, c'est un projet collectif. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que le sujet de la biodiversité est complexe. Il y a besoin de partage d'expérience. Il y a également besoin de mutualisation. Et donc, l'objectif, c'est de mettre finalement autour de la table des entreprises qui vont être complémentaires, qui ne vont pas forcément avoir les mêmes enjeux, qui ne vont pas avoir forcément les mêmes territoires d'implantation, pas avoir forcément les mêmes filières aussi prioritaires, pour pouvoir remonter le maximum de données, enrichir l'approche méthodologique biodiversité et pouvoir passer à l'échelle ces projets pilotes, donc commencer par 30 fermes, 100 fermes, 1000 fermes, avec nous l'objectif également de faire évoluer le label bas carbone pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de ces finalement impacts biodiversité, ces potentiellement effets de bord, parfois aussi sur des pratiques climat qu'on peut avoir à l'échelle des fermes. Et à la fin, pouvoir vraiment mettre au cœur des décisions, à l'image de ce qu'on peut voir sur la ferme, dans les projets et dans les plans d'action des agriculteurs, le sujet de la préservation et de la régénération de la biodiversité. Donc aujourd'hui, c'est également un appel, on va dire, à toutes les entreprises qui souhaiteraient finalement contribuer à ce collectif, à nous rejoindre. Et c'est intéressant, on me demande pourquoi. Ok, ça m'intéresse, mais pourquoi je viendrais rejoindre ce collectif ? Et donc, je pense que Anka et Clément, vous pourrez en parler mieux que moi, mais on a
4 grands points clés. Le sujet, c'est ensemble prendre ce sujet qui est innovant, qui est complexe, et pousser finalement la première méthodologie et générer ses premiers crédits certificats biodiversité d'ici quelques mois, quelques années. Il y a également un fort enjeu de créer une expérience qui soit apprenante. Et donc, le fait d'être en collectif, on a des temps forts, réguliers, où on se rencontre pour partager sur les sujets un petit peu plus techniques, agronomiques, mais également les sujets de reporting, puisque c'est le 4e point, c'est qu'aujourd'hui, pour venir justifier le financement de ce tel projet, il faut également, pour une entreprise, d'être capable de les valoriser, donc de traduire ces données terrain, biodiversité, sur un impact au niveau reporting, ESG, CSRD, SBTN. Et donc pour ça, l'outil de diagnostic qu'on utilise et la plateforme Agotera qu'on utilise déjà pour faire cette traduction pour les projets carbone va être très utile. Et ensuite, il y a un sujet de résilience des filières, des territoires. On a vu l'impact sur potentiellement les rendements, les chutes de rendement, et donc sur la sécurisation aussi de l'approvisionnement. Et pour ça, pour changer les filières, notamment agricoles, pour avoir des territoires plus résilients, le sujet du collectif est également clé. Et donc, je vais donner finalement la parole à 2 acteurs clés déjà de ce collectif. Et peut-être Clément, je peux te laisser la parole pour également nous faire un partage d'expérience. Merci Mathieu. Peut-être pour introduire, rappeler brièvement le contexte et la genèse du partenariat qu'on a historiquement avec Agotera. Il faut savoir que la maison Parfum Christian Dior, on réalise notre bilan annuel d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2019, quand en 2021 on s'est engagé sur des objectifs de réduction sur nos 3 scopes d'émissions qui sont alignés avec les accords de Paris, avec un horizon de temps à 2030, et qu'on travaille déjà sur des plans d'action, et ces plans d'action de réduction, notamment sur les scopes 1 et 2 qui sont plutôt bien avancés. On y reviendra puisque c'est le lien avec Agotera. Et quand même, pour vous donner l'image, je dirais, globale de nos émissions, on a bien évidemment un scope 3 qui représente aujourd'hui entre 98 et 99% de nos émissions, comme les activités similaires et dans pas mal d'organisations. Et pour nous, les gros postes sur scope 3 sont à la fois le transport, notamment des produits finis, puisque on envoie des produits finis sur nos marchés à l'international, donc avec des modes de transport qui vont être du camion, mais aussi du maritime et de l'aérien. Donc on travaille beaucoup sur ces choix et la planification de ces modes de transport pour privilégier, en tout cas pour l'international, le maritime. On travaille également sur la réduction par des process d'éco-conception de nos emballages pour réduire les poids, bien sûr, des matériaux, mais aussi les poids qui vont être transportés lors de cette phase aval. Et puis on a aussi, et vous le savez peut-être, alors juste sur le transport, vous l'avez certainement en tête également, mais on est dans un marché, notamment sur la cosmétique, la beauté, très basé sur l'innovation, donc avec des mises à disposition de produits qui doivent se faire, je dirais de manière très, très rapide sur les marchés. Donc ce qui impacte dans le travail qu'on réalise sur le choix des modes de transport et la planification, un travail sur nos process internes de prévision de vente, de planification et autres. Et sur la partie média, on a aussi un poste assez important d'émission, alors à date qui est très, je vais dire, dont la précision de mesure, de par la méthodologie GHG protocole ou bilan carbone basé sur des facteurs monétaires, c'est-à-dire qu'on convertit des euros dépensés en équivalent carbone, et on travaille aujourd'hui sur certaines actions de réduction, mais avant tout sur la mesure plus précise de ce poste d'émission des médias, notamment sur la diffusion, qui est une grosse partie de ce poste. Et donc là, on est accompagné avec le groupe sur un outil qui nous permet de mesurer beaucoup plus précisément et réellement les campagnes médias qu'on réalise. Et donc sur les scopes 1 et 2, pour revenir sur
une partie de nos émissions. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur la réduction de nos consommations d'énergie, sur le sourcing des énergies, entre autres, et on a dépassé, je dirais, l'objectif qui était planifié pour 2030, puisqu'on a atteint 75% de réduction sur ces scopes-là. Et dans ce cadre-là, on avait fait le choix avec Agotera d'identifier, en tout cas de soutenir des projets agricoles d'évitement, de séquestration carbone, à hauteur à minima des émissions résiduelles qu'on a sur ces scopes 1 et 2. Donc on a démarré ce partenariat avec l'équipe d'Agotera il y a maintenant 3 ans. Aujourd'hui, c'est 10 projets qui ont été financés, ce qui représente un peu plus de quasiment 9000 tonnes d'équivalent carbone. Et dans notre cahier des charges, dans le cahier des charges qu'on avait avec Agotera, Mathieu s'en souvient certainement, mais l'objectif, c'était, ce qui n'était pas évident au début, parce que c'était les premiers projets, d'avoir un lien avec notre chaîne de valeur. Donc Mathieu l'a évoqué, on a notamment la betterave qui rentre dans la composition de l'alcool de nos parfums. Donc on a certaines fermes, certaines exploitations agricoles qui produisent aujourd'hui cette betterave dans nos projets. Et puis on a d'autres productions comme des légumineuses qui sont utilisées dans de nouvelles générations d'alcool, comme le colza, qui va rentrer, nous, dans la composition de notre glycérine. Et donc on a cet enjeu très fort de pouvoir le lier avec notre chaîne de valeur, avec notre activité. Et puis on avait également, c'est un peu plus à la marge, mais aussi un besoin dans le cahier des charges d'avoir des projets qui soient aussi à proximité de nos bases, de nos sites de production notamment, pour que nos collaborateurs puissent aussi organiser ponctuellement des visites et se rendre compte aussi de la réalité du monde agricole, des enjeux auxquels ils sont exposés, et on continue ce partenariat. Et dès le début, je dirais dès le début des échanges qu'on a eus avec Agotera, il y avait aussi ce besoin et ce désir d'avoir certaines données sur également les impacts positifs en termes de biodiversité. Je dirais que l'outil, la plateforme proposée par Agotera et le suivi des projets permettait d'identifier déjà des co-bénéfices, mais on avait aussi besoin d'avoir des mesures beaucoup plus robustes, précises. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en introduction, et quand Agotera et Noé, on va dire, sont revenus vers nous et qu'on a débuté les échanges sur le projet de développement de cette méthodologie, je dirais qu'on a presque tout de suite dit oui, avec les modalités et avoir plus de vision sur comment allait se construire la méthodologie, voilà, comment allait être piloté le projet, quels allaient potentiellement être les premiers projets pilotes. D'une part, pour avoir cette robustesse de suivi d'indicateurs liés à ces impacts biodiversité, pouvoir aller plus loin sur les projets ou les futurs projets qu'on finance au travers d'Agotera, sur des actions biodiversité qui sont très en lien avec ce qu'on peut déjà mener certaines fois sur le climat. Et on retrouve aussi des similitudes avec ce qu'on peut faire nous directement auprès de nos partenaires producteurs d'ingrédients naturels, que ce soit pour la parfumerie, pour la cosmétique, je dirais le besoin d'améliorer la résilience de ces filières. On le voit, ça évolue très vite. On a des outils de mesure, donc on a aussi à souhait que cette méthodologie, elle puisse venir nous compléter les méthodologies de mesure qu'on emploie déjà, que ce soit des référentiels externes sur lesquels on peut s'appuyer, mais aussi, je dirais, des critères et des exigences internes. Et donc on a hâte de pouvoir suivre avec Agotera et Noé les premiers projets, je dirais, concrets sur le terrain, comme l'ont expliqué Mélanie et Mathieu. Il y a toute la phase méthodologique qui est en cours, que ce soit bien évidemment une méthodologie qui soit pratico-pratique et qui soit je dirais facilement applicable, compréhensible des exploitations, des producteurs sur le terrain, et qui nous permettent nous aussi de venir alimenter nos indicateurs et la cohérence par rapport à notre engagement climat et biodiversité des actions que l'on peut mener. Merci beaucoup Clément pour ton intervention qui va être finalement assez complémentaire et dans la continuité de ce que va nous expliquer Dior et leur engagement sur la filière du lin. Anka ?
Merci Mathieu. Tout d'abord, merci Clément et un grand merci aux équipes d'Agoterra et de Noé de nous avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui. Et peut-être comme Clément, avant de parler de notre contribution à ce projet et du lin en particulier, je souhaiterais rappeler rapidement le contexte global dans lequel il s'inscrit au sein de la maison Dior. Donc peut-être pour nous, la protection de la biodiversité, elle est indispensable à nos créations, comme Clément l'a mentionné aussi, et nous sommes engagés dans la lutte contre le changement climatique avec l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en ce sens, je reprends un peu ce que Clément a dit. Pour la maison Parfums Christian Dior, donc notre maison est alignée sous la trajectoire carbone définie par le groupe LVMH et il est validé par la Science Based Targets Initiative. De notre côté, on a un plan de décarbonation également. Il intègre toutes les activités clés de Dior, donc depuis la conception de nos créations, l'approvisionnement des matières premières et jusqu'à la production et la distribution de nos produits. Et je le dis à chaque fois quand j'ai ce type de discussion, toutes les entreprises ont fait un focus sur le climat, avec une accélération depuis l'accord de Paris sur le climat, mais le sujet de la biodiversité a été moins abordé. Le climat et la biodiversité sont d'ailleurs parfois traités comme deux sujets distincts. Néanmoins, chez Dior, nous avons conscience que, afin de réduire notre impact sur le changement climatique, il faut d'abord agir sur la biodiversité. Le climat et la biodiversité sont interdépendants et donc la protection de la biodiversité est l'un des leviers clés de notre plan de décarbonation. Et donc pour nous, soutenir le développement de la méthodologie des certificats biodiversité et la filière lin aussi qui a un lien avec nos créations prend tout son sens car ça répond d'abord au besoin d'avoir un impact positif sur le climat et sur la biodiversité avec une approche que vous nous avez proposée, quantitative sur la biodiversité, qui est assez nouvelle et pionnière. Et donc, puis peut-être juste pour dire quelques mots sur le lin, puisque c'est une matière qu'on utilise chez Dior Couture. Donc, une matière qui a des caractéristiques tout à fait uniques, parce que tout d'abord, et c'est assez rare pour être souligné, mais la France est le premier producteur mondial de lin à fibres longues. Les chiffres peuvent parfois varier, je pense que Mathieu, tu l'avais mentionné également, mais c'est environ 50 à 60% des volumes produits. Et donc, pour nous, c'est français, c'est local et ça contribue au développement des territoires en France. Et c'est également ce qui est intéressant pour notre maison, donc l'ancrage local en lien avec l'identité et l'histoire de notre maison. Et ensuite, au niveau impact environnemental, la production de lin nécessite 20 fois moins d'eau en comparaison avec le coton, par exemple, ce qui fait que c'est une fibre tout à fait intéressante. Et toujours sur son impact environnemental, le lin est considéré au niveau amont agricole, donc avant sa transformation, comme positif en carbone. C'est-à-dire qu'avant sa transformation, non seulement la production de lin n'émet pas des émissions de gaz à effet de serre ou très peu, mais elle en capte. Et c'est un peu comme le chanvre également, ce qu'on appelle des carbone positive crops. Et je vois, Mathieu, que oui, effectivement, tu as déjà mis sur le deuxième point, sur accompagner la transition agroécologique des agriculteurs en lien avec nos filières. Effectivement, sur ce point, ce que l'on souhaitait dire, c'est que donc on prévoit avec Agoterra et Noé d'accompagner 4 fermes dans le nord de la France qui produisent du lin et de la betterave en rotation pour mettre en place des pratiques qui ont pour objectif d'améliorer la biodiversité au niveau de la ferme. Et ce travail au niveau de la rotation de culture a du sens pour nous, car ça permet à nos deux maisons, et ici j'inclus également mon collègue Clément chez Parfums Christian Dior, de réunir nos forces et de faire un beau projet ensemble sur des matières qui entrent dans nos collections, que ce soit parfum ou de la mode. Le lin pour la maison Christian Dior Couture et la betterave pour Parfums Christian Dior qui se source un alcool de betterave, comme l'a mentionné Clément précédemment.
Et donc là, si on va sur le dernier point que je souhaitais mentionner, alors nous sommes très heureux de participer à ce projet et c'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui, car au-delà de la culture du lin et donc de la betterave qu'on a mentionnée, son objectif est de contribuer à la définition de la mesure de la biodiversité et à la rendre opérationnelle et concrète. Et en fait, c'est tout ce qui nous intéresse pour la création des certificats biodiversité comme Mathieu l'a mentionné. Et l'idée via ce pilote et donc les fermes qui produiront du lin pour nous, c'est de vraiment tester cette approche, ses limites, à apprendre avec vous, et qu'on avance ensemble en fait avec nos pairs sur ces questions. Et par ailleurs, ces projets, donc via la mise en place des certificats biodiversité, avec une méthodologie après donc accessible à tous, pourrait constituer un levier important et on y croit pour accélérer le financement de la transition agroécologique. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'en fait, ça nous semblait important de participer aujourd'hui et de soutenir le message d'Agoterra et d'Onoé autour de l'importance de ce projet. Motiver, et donc vous motivez et les autres organisations à nous rejoindre pour explorer ensemble le potentiel transformatif en fait qu'il pourrait avoir avec la mise en place des certificats de biodiversité dans le soutien à la transition agroécologique en France et peut-être au-delà. Et donc voilà, c'est vraiment, on vous encourage à nous rejoindre et je vous invite tous et toutes à le faire. Et merci infiniment pour cette opportunité, Mathieu, et puis Noé également et Clément de nous avoir embarqués dans cette aventure. Et donc Mathieu, je te passe la parole. Merci beaucoup pour l'enthousiasme qui se Voilà. ressent. Donc, ouais, vous voyez voilà, un collectif motivé qui cherche à motiver d'autres entreprises intéressées pour travailler sur des filières complémentaires, sur des territoires aussi complémentaires. L'objectif, c'est d'apprendre ensemble, de faire de ce collectif, voilà, aboutir aussi à une méthodologie open source qui sera derrière partagée, qui viendra intégrer, on l'espère, en tout cas c'est notre ambition, le label bas carbone qui a déjà engagé plus de 5000 fermes en France. Donc c'est voilà, c'est important et en fait on a défini ensemble un planning, parce qu'on aime mettre du rythme hein, chez Agoterra, je pense ceux qui nous connaissent et qui sont connectés le savent. Et donc on est là sur la partie finalisation de la méthode. L'objectif, c'est que finalement, on ait une V1 qui soit déjà revue et publiée d'ici, enfin voilà, sur la première partie, on va dire, de 2026. On est également en train d'affiner, on va dire, les cahiers des charges pour le recrutement des agriculteurs pionniers qui vont pouvoir tester. Donc, on a déjà beaucoup de demandes et on essaye de aussi le faire en fonction voilà, des filières, des territoires de ce collectif d'entreprises, avec l'ambition, vous l'avez compris, d'affiner ce projet et de pouvoir l'annoncer officiellement au fameux Carbon Connect, événement qu'on organise chaque année maintenant depuis 5 ans, qui a lieu notamment à AgroParisTech et qui rassemble 500 décideurs sur les sujets de la transition. C'est également pour mettre au cœur des décisions de ces géants, notamment de l'agro, de l'agriculture, la biodiversité, qu'on a envie d'annoncer cela et ponctuer forcément de temps forts dans le collectif. Là, on a de la chance en début janvier d'aller dans les bureaux de Dior Couture parce que c'est aussi l'idée que ce soit un accueil tournant pour qu'aussi on puisse découvrir les univers de chacun. Il est 46, on avait prévu de s'arrêter à 45 pour prendre quelques questions. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va pouvoir y répondre tout de suite. Alors, je vais pouvoir lire les questions et je vais peut-être pouvoir les distribuer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Un replay sera bien disponible si vous avez envie de le diffuser derrière à vos équipes, à des partenaires également potentiels. Une question de Véronique Dame qui est experte de la biodiversité depuis une vingtaine d'années, qui on travaille. Alors, la méthodologie prévoit-elle de délivrer des certificats de biodiversité à des exploitations, même si elles utilisent encore des produits phytosanitaires? Alors, oui,
Donc, je parle sous la réserve de Mélanie. Mais par contre, c'est un indicateur qui est clé pour nous. Et du coup, il y a une pondération assez forte. Et donc, on va regarder à des entreprises, enfin, des exploitations qui vont avoir un vrai plan d'action sur ce levier-là en termes de réduction. Ce qui ne veut pas dire forcément stopper totalement, ce qui est le cas voilà, de ce qui s'est passé sur notre ferme où du jour au lendemain, sur la partie bio, on a arrêté tous les produits phytosanitaires. On est sur des plans d'action volontaires, donc on est aussi là pour accompagner les différents niveaux de transition des agriculteurs. Et donc, on sera à même pour des agriculteurs qui veulent travailler sur ce levier pour que ce soit aussi progressif, puisque aujourd'hui, on sait tous aussi que l'agriculture biologique, il y a certains challenges dans certaines filières, notamment au niveau des débouchés. Mais c'est, vous l'avez compris, je pense, en tout cas, des très fortes convictions qu'on porte au sein de l'ONG Noé, au sein de chez Agotera, également de nos partenaires, d'avoir envie justement de traiter ce sujet des produits phytosanitaires. On a une question de Nicolas Bayon. Alors, est-ce qu'on a envie ou on a la possibilité d'intégrer dans ce projet pilote des fermes d'autres systèmes de production, alors notamment viticulture, élevage, pourquoi pas arboriculture, Ardèche, département d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors demain, oui, c'est la possibilité, mais pour autant, pour le moment, on va dire dans cette première phase, on s'est concentré à écrire la méthodologie grande culture. Alors, je ne sais pas si, Nicolas, vous êtes familier du label bas carbone. Et donc, le label bas carbone est pareil, on va dire un cadre pour encadrer finalement donc, les programmes d'agriculture régénératrice et les projets carbone en France. Et il y a également différentes méthodologies d'application en fonction des différentes filières. Et donc, il y a une méthodologie grande culture. Comme dans le cadre de l'OBC, nous, on va d'abord se focus sur l'écriture de cette méthodologie. Et demain, avec l'ONG Noé, effectivement, on a l'ambition de pouvoir écrire d'autres méthodologies plus spécifiques qui vont pouvoir finalement être spécialisées dans d'autres filières. Pourquoi pas la viticulture? On a déjà eu plusieurs demandes, notamment en Champagne. Pourquoi pas l'arboriculture? C'est une filière qui nous est chère et auquel on travaille déjà beaucoup. Et c'est aussi nécessaire pour nous de travailler sur l'élevage et notamment les modèles de polyculture élevage qui sont des modèles qui sont très favorables à la biodiversité, notamment avec tout le système des prairies permanentes, pâturage tournant dynamique. Donc, en tout cas, c'est un très, très bon candidat pour la prochaine méthodologie qu'on va vouloir écrire avec l'ONG Noé. Alors, une question d'Émilie. Émilie, qui on avait eu la chance d'avoir justement comme speakerine l'année dernière au Carbone Connect à AgroParisTech. Donc, Émilie, qui est la directrice RSE d'Ecoton, qui est leader européen des produits bio. Petite page de pub, Émilie, pour toi. Alors, Émilie nous demande de détailler davantage le mécanisme financier, d'ailleurs, qu'on n'a pas détaillé. Alors, effectivement, l'entreprise va financer au fur et à mesure la transition des exploitations. Donc, on a un financement avec un engagement adossé à 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que vous l'avez bien compris, c'est la durée des projets. On est sur le temps du vivant. Il nous faut, avoir le temps finalement de voir l'impact des pratiques sur la partie stockage carbone, sur la partie biodiversité. Et donc, c'est la temporalité. Et du coup, on propose aux entreprises de financer au fur et à mesure de la transition des agriculteurs avec une obligation de résultat qui est partagée par les exploitations qui sont engagées dans le programme, mais également par Agotera et par Noé. C'est-à-dire que derrière, il faut mesurer un gain de biodiversité pour aussi venir justifier un financement. Notre ambition étant véritablement de faire bouger les choses. On a une question de Emma qui était effectivement similaire. Est-ce qu'on a d'autres expérimentations? Mais pour le moment, on est principalement grande culture, donc je souhaiterais aussi compléter la rotation. Et également, on a Lucas qui nous parle de Crédit Nature. Et là, je vais donner la réponse la parole à Mélanie, puisque tu es l'experte sur ce sujet. Tu peux peut-être lire la question et puis ensuite y répondre, s'il te plaît.
Oui, donc la question c'est: prévoyez-vous d'ajuster la méthodologie de développement des crédits nature annoncée par la Commission européenne? Alors tout ce travail-là de mise en cohérence des cadres et même de soutien des méthodologies OBC à l'échelle Europe et même au niveau français auprès de nos institutions publiques, tout ce travail-là est mené par l'OBC en soutien forcément de tous les membres, hein. On a aussi des contacts là-dedans et on s'enrichit mutuellement. On participe aussi à la motion auprès de l'UICN sur justement les bonnes pratiques, bons cadres à poser autour des certificats biodiversité et des crédits nature. Donc oui, la réglementation, elle n'est pas encore tout à fait structurée et en attendant, on s'assure que les prototypes soient le mieux cadrés possible pour que le jour où cette réglementation arrive, on soit prêt, quoi. Donc à suivre. Merci Mélanie. Je vais peut-être te donner aussi également la deuxième question sur la méthodologie de mesure d'impact. Est-ce qu'elle s'appuie uniquement sur la mise en place de pratiques, mesures de moyens, ou de mesures sur l'impact de la biodiversité, mesures de résultats? Ouais, très bonne question. Alors, clairement, de façon directe, oui, c'est de la mesure de moyens parce que c'est la philosophie de l'OBC, c'est d'avoir vraiment cette entrée par bonne pratique. On sait quelles sont les grandes, dans chaque thématique, on sait globalement quelles sont les grandes pratiques qu'il faut faire évoluer, dans quel sens, pour que ce soit favorable à la biodiversité. Donc, on les a établies dans une grille. Ça, c'est la philosophie OBC. Cependant, on a derrière la volonté et le besoin de mettre un gain biodiversité qui soit robuste et calculé vraiment avec des méthodes scientifiques qui fait consensus, etc. Et donc là, c'est le muséum qui pilote plus cette partie pour ajouter plus d'indicateurs, plus de résultats, voir si le gain biodiversité est calculé forcément en avance sur la base de la biblio, des dires d'experts, etc. Et lors de la vérification, on verra avec les projets pilotes aussi si la méthodologie peut être enrichie, complétée avec des indicateurs de mesure sur site. Mais là, il y a plus de précautions à mettre. Nous, là, dans le projet avec qu'on vous a présenté à l'instant, on est parti sur un programme plus léger avec des sciences participatives pour commencer à avoir des observations sur site, mais on n'oublie pas forcément les relever via des experts naturalistes. Ce sera à suivre Exactement. aussi. Ouais. Oui, peut-être pour compléter, on a pris une approche sur la modélisation qui suit un petit peu la philosophie du label bas carbone. Pourquoi? Pour 2 raisons philosophiques de passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a véritablement envie que ce type de programme, donc c'est-à-dire mettre au cœur des décisions, des plans d'action des agriculteurs, la biodiversité, puisse être passé au plus grand nombre. Et donc, on a besoin finalement que la méthodologie soit scalable. Et on a également un sujet de rémunération de l'agriculteur, c'est-à-dire que faire des prélèvements in situ coûte très cher. Et on a envie que la valeur de nos programmes, donc nous, on est en moyenne autour de 70% de la valeur donc, du financement capté par les entreprises qui est rétribué directement dans la poche des agriculteurs pour justement mettre en place des pratiques ambitieuses sur le terrain. Eh ben, on souhaite que cette valeur ne soit pas captée par voilà, des experts, des prélèvements, des protocoles qui seraient finalement trop lourds, parce que là encore, on est dans une logique de mise à l'échelle. Pardon, peut-être Mélanie, tu peux prendre cette Oui, question, peut-être la lire et puis oui, j'y vais. ensuite l'expliquer. Donc pour chaque bonne pratique, le calcul compare la performance de l'agriculteur au meilleur niveau, qui est le quality hectare. Comment est-ce agrégé? Considère-t-on uniquement les X bonnes pratiques sur lesquelles l'agriculteur s'est engagé ou le score final compte-t-il les 17? Dans le calcul de l'OBC tel qu'il est posé aujourd'hui, il suggère donc de prendre à chaque fois les 17 bonnes pratiques. Dans le diagnostic, on est obligé de passer par cette approche très large, systémique, avec toutes les thématiques imposées par la grille. Et dans le calcul, pour l'instant, c'est une somme. Donc en fait,
si on n'a pas de point sur, si on n'a pas d'action prévue sur une certaine thématique, ça va pas nous faire des points négatifs. Dans l'hypothèse de calcul, c'est comme ça. Par contre, c'est un calcul donc qui pousse à faire le plus de bonnes pratiques possibles au meilleur niveau sur le plus d'hectares possible. Donc, mécaniquement, si on veut générer plusieurs certificats, il faut qu'on soit dans une logique aussi de gain de points et donc d'aller cocher le plus de bonnes pratiques possibles sur toutes les thématiques, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on travaille en parallèle, je fais le parallèle pour le label bas carbone. On développe un outil, puisque vous imaginez 17 pratiques. On n'est pas dans une logique de faire des énièmes saisies pour les agriculteurs. On a envie que ce soit un processus fluide. Et donc, on a un outil de diagnostic qui permet de simuler en direct et qui permet aussi d'ajuster le plan d'action de l'agriculteur en fonction de son niveau d'ambition, en fait, et de sa volonté. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est comme dans le cadre, finalement, du label bas carbone. Il y a une grande valeur à faire du conseil technique et agronomique. C'est pour ça qu'on a souhaité s'associer avec Noé, qui a cette expertise pour pouvoir pousser aussi les agriculteurs à aller sur des plans d'action plus ambitieux et pouvoir, en fait, en direct, avec cet outil de diagnostic de la biodiversité, simuler la rémunération complémentaire qu'ils pourraient aller chercher si toutefois ils allaient plus loin dans leur nombre de quality hectares engagés. On va peut-être prendre deux petites dernières questions. Frédéric, peut-être tu peux... Donc, sur l'outil de diagnostic, Mélanie, oui. Sur l'outil diagnostic, quelles sont les différences avec l'outil Solagro Diagnostic Action Biodiversité? Eh bien là, l'outil part vraiment de la taxonomie de l'OBC et de la grille posée par l'OBC. Cette grille, elle s'appuie sur des mécanismes existants, bien sûr. Donc, il y a des choses qui seront similaires avec l'outil de Solagro. Je ne le connais pas non plus en détail, mais un peu dans les grandes lignes. Donc, il y aura des choses qui vont ressembler, mais pour vraiment suivre la grille de l'OBC, il convient mieux de s'orienter vers cet outil spécifique. Donc, bien sûr, dans les groupes de travail, on a abordé les questions les besoins d'interopérabilité entre tous les logiciels agricoles qui existent pour pas avoir une dizaine de systèmes d'information qui récoltent tous plus ou moins la même chose et qui sont pas connectés. Donc, tout ça, ce sera pareil dans le développement des choses qu'on visera à intégrer d'une production à l'autre. C'est pas les mêmes outils non plus des fois qui sont utilisés. Donc ouais, on essaye d'être vigilant aussi là-dessus, mais c'est une très bonne remarque. Et la deuxième, je peux prendre la deuxième aussi, Mathieu. Oui. Je vois qu'il y a une question, enfin c'est une remarque plus sur les solutions tech qui permettent de mesurer l'état écologique d'un écosystème sans forcément envoyer sur site des écologues. C'est tout à fait juste. C'est quelque chose que l'OBC n'a pas encore commencé à regarder et pas forcément quelque chose qu'on a pris le temps de creuser, mais en tout cas sur les dispositifs de sciences participatives qu'on a cités, il y a des pistes de développement de celles qu'on porte chez Noé sur les papillons de nuit, justement liées à ces écosystèmes-là, donc les PINOC qui s'appelle le protocole. Donc ouais, c'est un écosystème qui va vite aussi, donc on est attentif. Voilà. Merci, il est 1h31. Du coup, on est tout pile à l'heure. Merci d'avoir assisté. On vous a mis les contacts avec Noé. Voilà, donc moi, je travaille avec notamment Grégoire, qui est le directeur de l'ONG Noé, le directeur de développement. Et je vous invite à nous contacter et pourquoi pas aussi Clément et Anka si vous avez des questions. Et puis voilà, vous l'avez compris, on est motivé, on cherche des entreprises motivées. Donc, appel à candidature. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup. Merci à tous.